Bonjour, aujourd'hui j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir Philippe Rigaud. Philippe Rigaud est formateur, il forme les futurs professeurs de yoga et il est également assistant dans la formation de Kostou Dessikachar, pour la formation en yoga thérapie, et il organise également des séminaires et des conférences en France et notamment en Belgique. Bonjour Philippe. Bonjour, Waifa, bonjour. Bienvenue dans cette interview. Et merci. J'aimerais que, en quelques mots, que tu te présentes. Donc je m'appelle Philippe. Donc comme tu l'as dit, je forme des profs de yoga. Et mon objectif, c'est pas réellement de former des professeurs de yoga pour leur donner un diplôme, c'est surtout de propager un yoga de qualité en Belgique. Et donc on a la chance d'avoir en Belgique une bonne implantation par rapport au yoga, puisque c'est à peu près en Belgique que tout a commencé dans les années 60-70. Donc on a cette chance-là, et donc aujourd'hui on peut aller un peu plus loin dans l'apprentissage du yoga, puisque dans les années 60-70, c'est principalement les postures, le pranayama et un peu de philosophie qui ont été reçues et qui ont été enseignées. Et aujourd'hui, on peut aller beaucoup plus en profondeur dans un yoga beaucoup plus holistique, beaucoup plus émotionnel, basé sur une méditation beaucoup plus puissante, avec aussi l'usage des mantras. Et c'est la raison pour laquelle je continue à travailler en permanence avec mon mentor et mon professeur, Kostou Dessikachar. Et c'est la raison pour laquelle je l'invite en Belgique. Il va venir passer un mois avec nous ici au mois d'août. Et donc petit à petit, on essaie d'augmenter le niveau du yoga en Belgique, en Europe, mais aussi surtout, ça me permet moi-même d'étudier le yoga en profondeur. Puisque le yoga, c'est vraiment un chemin dans lequel on se découvre en faisant les choses, en cheminant. Donc c'est un objectif qui est altruiste, parce que oui, ça permet aux autres d'avoir un yoga, accès à un yoga de qualité, mais ça me permet aussi à moi de développer certains potentiels. Et donc le yoga, vraiment, c'est une très très belle aventure. D'accord. Et alors, de quelle tradition s'agit-il en fait? Donc c'est la tradition de Krishnamacharya. Donc il faut savoir que la tradition de Krishnamacharya, c'est celle grâce à qui le yoga en général est connu dans le monde entier, puisque le yoga était mal connu, peu connu, méconnu en Inde avant que Krishnamacharya ne commence vraiment à enseigner un yoga de qualité. Et puis Krishnamacharya a donné une forme de connaissance du yoga en Inde, mais ce sont principalement 4 de ses élèves, dont Iyengar, Pattabhi Jois avec l'Ashtanga Yoga, mais aussi surtout TKV Dessikachar et les élèves de TKV Dessikachar, notamment Claude Maréchal qui a tout commencé ici en Belgique. Et c'est grâce à ces personnes-là, le yoga a commencé à avoir un essor beaucoup plus planétaire, beaucoup plus international. Et donc d'autres plus petites ou moins connues traditions de yoga ont aussi pu commencer à se développer grâce à ce grand essor qui a été initié par Krishnamacharya. En fait, la vie de Krishnamacharya était fondée sur le principe que si cette culture n'est pas propagée, elle va mourir. Et c'est la raison pour laquelle Krishnamacharya a ouvert, alors qu'il était un brahmane très orthodoxe, très proche des règles, il a ouvert l'usage du chant védique, normalement qui était réservé simplement aux hommes qui étaient des brahmanes, il l'a ouvert à des étrangers et notamment aux femmes, en disant toute personne qui est sincère dans l'apprentissage du chant védique et dans la transmission du chant védique a le droit de l'apprendre, parce que c'est grâce à ça qu'on pourra éventuellement sauver cette culture-là. Donc pour l'instant, le yoga fait un grand voyage en dehors de l'Inde, en espérant qu'un jour il puisse retourner en Inde dans ses propres racines. Donc Vini Yoga, ça veut dire Vishesha pour vie, Nitaram pour ni, et Yoga pour yoga. Donc Vishesha, ça veut dire spécial, particulier, spécifique, on pourrait dire intense. Nitaram, ça veut dire constant, constamment, qui n'est jamais interrompu. Et yoga, ça veut dire connexion. Donc le Vini Yoga, c'est le type de yoga qui nous permet de développer une connexion particulière, une connexion intense, une connexion ininterrompue et spécifique avec soi-même, avec le monde et éventuellement avec quelque chose de plus sacré dans le monde ou en dehors du monde. Et donc pour ça, ce qui est intéressant, c'est que
le yoga a une approche complètement holistique et bien au-delà des postures. Par exemple, Patanjali utilise 17 aphorismes dans ses Yoga Sutras pour parler des yamas et des niyamas qui sont des attitudes. Donc l'attitude qu'on a dans la vie est très très importante quand on fait du yoga, ce sont des choses qu'on oublie. Ou bien le premier outil que Patanjali décrit, ce sont les mantras, l'utilisation des mantras. Donc, alors que quand on parle des postures, simplement, il utilise trois aphorismes, mais les postures sont sous-entendues dans quelques autres. Ça montre l'importance qui est donnée au mental par Patanjali. Le corps, oui, mais le corps comme un moyen de parler au mental. Et donc cette tradition est complètement holistique puisqu'elle considère l'individu dans son corps, dans son mental, dans ses émotions, dans son énergie, dans son rapport au sacré, dans son rapport à lui-même, mais aussi l'individu en rapport avec sa famille, en rapport avec son travail, en rapport avec le monde. Et donc ce sont tous ces différents paramètres-là qui sont pris en compte quand on interagit avec quelqu'un. Et donc la beauté du Vinyasa, c'est d'abord qu'on développe une pratique personnalisée pour chaque personne, notamment c'est vraiment comme si on allait coudre un vêtement sur mesure pour chacun. Ça, c'est une des grandes beautés du Vinyasa. Une deuxième grande beauté du Vinyasa, c'est le rapport avec l'enseignant. Parce que quand on étudie avec un enseignant, on se rend compte que chaque petite chose de la vie peut finalement devenir un outil de réflexion et un outil d'évolution personnelle. Donc le Vinyasa, c'est vraiment une tradition qui englobe l'individu. Et alors avec énormément aussi de soutien théorique et philosophique, il y a de très nombreux textes, il y a une très très grande profondeur dans la compréhension des Yoga Sutras, dans la compréhension de la Bhagavad Gita, de la Hatha Yoga Pradipika et d'autres textes. Il y a une très très grande compréhension des postures, du pranayama, des mantras et tout ça en gardant toujours, et c'est ça qui est le plus beau je trouve, c'est toujours en gardant un ancrage très profond dans la tradition indienne, dans le socle indien. Donc on a vraiment des racines qui sont extrêmement solides en Inde, mais on a des fruits qui se développent dans tous les pays. Ça c'est la grande beauté du Vinyasa. Je tiens juste à préciser. Est-ce que tu pourrais peut-être préciser aux personnes qui n'ont pas de connaissances dans le Yoga Sutra de Patanjali, tu as parlé de 3 aphorismes qui étaient dédiés seulement à la posture, aux postures, c'est-à-dire asana. Qu'est-ce que l'aphorisme? Les Yoga Sutras de Patanjali, c'est une collection d'aphorismes, donc de petites phrases, des moyens mnémotechniques qui permettent de mémoriser certaines grandes théories du yoga. Par exemple, par rapport à la posture, Patanjali écrit Sthira Sukham Asanam. Ça veut dire que la posture est à la fois ferme et confortable. Alors après, on peut, à l'aide d'un professeur, on peut essayer de comprendre ces choses-là, parce qu'en apparence, quelque chose qui est à la fois ferme et confortable, c'est difficilement compréhensible. Mais ferme, ça veut dire qu'on peut y rester suffisamment longtemps. Et confortable, surtout, ça veut dire que l'énergie peut circuler à l'intérieur de la posture. Et le moyen de comprendre, de voir si l'énergie peut réellement circuler au sein de la posture, c'est que la respiration peut s'allonger dans la posture. Et donc, Sukha, confortable, Sukha, ça veut aussi dire une bonne respiration, ça veut aussi dire une respiration fine, une respiration subtile. Donc vous voyez, il y a différentes dimensions à l'intérieur même d'un aphorisme qu'on peut essayer de comprendre et à ce point de vue-là, je suis vraiment extrêmement heureux de pouvoir collaborer, d'avoir pu étudier en partie les Yoga Sutras avec mon mentor Kaustubh Desikachar, mais je me réjouis surtout de pouvoir continuer à étudier plus en avant ces différents aphorismes-là. D'accord. Et alors, dans le Vinyasa, on parle aussi Krishna Chamarya disait c'est pas le yoga qui s'adapte à l'élève, mais c'est l'élève qui s'adapte au yoga. Qu'est-ce que Krishna Chamarya voulait dire Donc Krishnamacharya voulait dire que chaque personne intéressée peut réellement pratiquer le yoga et que donc on ne doit pas s'attacher à la forme d'une posture, mais à la fonction d'une posture. Donc, par exemple, si on fait une flexion debout, une flexion vers l'avant, normalement les mains doivent être à côté des pieds, normalement les jambes doivent être tendues, normalement le dos doit être étiré, normalement la personne doit être confortable dans cette position. Mais
95% de la population, si on leur demande de faire cette posture-là, quelque part ça va caler, la respiration ne sera pas fine, les personnes vont avoir mal. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va adapter la posture en demandant à la personne de plier les genoux, d'écarter un peu les pieds, de mettre les mains dans le dos et d'appréhender petit à petit la posture pour que la posture puisse jouer la fonction qui est nécessaire. Ici, par exemple, la fonction de la posture, c'est d'abord d'étirer et d'allonger la colonne vertébrale, c'est de permettre à l'énergie de circuler du bas vers le haut, c'est d'aider la compression abdominale, c'est d'aider l'élimination et tout un tas de bienfaits comme cela. Or, si on s'arrête à la pure forme de la posture et qu'on n'arrive pas à l'exécuter, eh bien on va passer à côté de tous les effets bénéfiques de cette posture-là. Donc l'idée, c'est de travailler la fonction plutôt que la forme. Et pour ça, il faut vraiment une très très grande connaissance à la fois du corps et à la fois des outils du yoga pour pouvoir les adapter pour que chaque personne puisse bénéficier un maximum des outils du yoga. Et c'est pour cela d'ailleurs que la formation en Vini Yoga dure, elle est quand même assez longue. Donc la formation que moi je dispense, elle dure 4 ans, mais c'est aussi pour répondre aux standards de l'Union européenne et de la Fédération belge et de l'ADEPS et des différentes instances qui reconnaissent la formation ici. Parce que cette formation qui a un ancrage en Inde, puisqu'elle est reconnue par la KIF, qui elle-même est reconnue par le ministère indien du yoga, elle est aussi reconnue par certaines instances ici, donc on essaye de remplir ces différents critères, parce que pour moi elle pourrait durer 3 ans, voilà, elle dure 4 ans et c'est un an de plus, et bon, on peut discuter de ces choses-là, mais même 3 ans c'est long, parce que ça demande beaucoup de temps, parce qu'il faut d'abord intégrer les choses personnellement. Et puis, ça prend énormément de temps pour commencer à observer et à comprendre comment faire pour utiliser les outils du yoga. Dans quelle direction aller quand on rencontre quelqu'un et qu'on a des outils. Parce qu'on peut vraiment aller dans un large panel de directions. On peut stimuler les personnes, on peut les éveiller, on peut les détendre, les relaxer, on peut leur permettre d'avoir une introspection très profonde, ou bien justement on peut leur permettre de mettre leurs pensées de côté pour pouvoir passer une bonne nuit. Donc il y a si vous voulez, il y a tout un large panel d'effets qui sont possibles, et l'idée c'est d'arriver à pouvoir observer à qui et comment on peut donner ces choses-là, et puis surtout comment utiliser les différents outils en fonction des personnes. D'accord. Et j'avais une petite question. Dis-moi, tu es formé aussi en yoga thérapie, donc tu es professeur au départ. Tu as suivi une formation de professeur de yoga, et puis après ta continuité ça a été en yoga thérapie, et je voulais savoir qu'est-ce qui t'a amené à suivre tout ce cheminement, parce que tu as commencé d'abord à pratiquer le yoga, ensuite à faire une formation de professeur de yoga, ensuite yoga thérapie, et tu es aussi diplômé en chant védique et également en indianisme, guide sanskrit. Qu'est-ce qui t'a amené à faire toutes ces formations, ces post-formations après ta formation de professeur de Donc quand j'ai commencé le yoga, à 18 ans, ma mère m'a mis à la porte de la maison. Donc ta maman t'a mis à la porte de la maison à l'âge de 18 ans. C'est très intéressant. Vraiment. D'accord. Comme quoi qu'il y a un cadeau dans tout, en fait, finalement. Et donc j'avais besoin de sous. Et j'étais intéressé par le yoga, mais surtout ma mère donnait des cours de yoga. Et c'était là l'occasion où moi je pouvais la voir, et où elle me donnait 50 € à la fin de la séance. Donc la première année, j'allais toutes les 2-3 semaines au cours de yoga pour faire mon yoga, mais aussi avoir 50 € de prime pour pouvoir parfois simplement manger, parce que j'avais peut-être fait trop la fête avec mes amis ou des choses comme ça, ou bien m'acheter un livre, ou voilà. Et petit à petit, mes amis se sont rendus compte que même en faisant une séance de yoga toutes les 2-3 semaines, à ce moment-là, ils avaient moins de pouvoir sur moi, ils pouvaient moins me contrôler. Et donc, doucement, j'ai commencé à changer mes habitudes grâce à cette petite séance-là. Et l'année suivante, j'avais décidé de faire un cours de yoga de chaque semaine, de ne pas louper. Et puis l'année d'après, alors, je me souviens, un ami, Nicolas, qui faisait les cours de groupe avec moi, avait décidé de faire la formation de prof de yoga. Et donc là, j'ai décidé de faire la formation avec lui. Et donc on a fait la formation ensemble, et là ça a été le coup de foudre alors avec le yoga, et mon professeur Franz Mors, que je remercie très très chaleureusement, à l'époque m'a vraiment encouragé, m'a vraiment pris sous son aile, il m'a vraiment encouragé pour que je puisse aller étudier en Inde avec Constance Tessie Kachar, le fils de Tessie Kachar.
Desikachar et que je puisse aussi rencontrer son père. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque j'avais des problèmes cardiaques et j'ai dû être opéré à cœur ouvert. Je suis né avec une malformation quand j'étais petit, et donc voilà, il a fallu faire deux opérations jusqu'à présent. Et donc j'ai pu rencontrer son père, le père de Kostoub et le professeur de Franz qui m'a donné une pratique et qui a pris soin de moi. Et je dois dire que c'est vraiment ces pratiques-là qui m'ont transformé. À partir de ce moment-là, j'ai vraiment commencé à me transformer. Il y a vraiment des parties de moi que j'ai vraiment pu éliminer. J'ai pu vraiment commencer à grandir et je suis vraiment tombé amoureux du yoga. Et alors j'ai continué à étudier aussi donc avec Kostoub Desikachar qui est devenu mon enseignant, et avec lui j'ai vraiment eu l'occasion de faire certaines expériences extrêmement libératrices et de me rendre compte de la puissance du yoga. Et donc je suis vraiment reconnaissant à toutes ces différentes personnes-là. Et je me suis rapidement rendu compte aussi qu'il y avait beaucoup de concurrence dans le yoga, et qu'il y avait beaucoup de monde qui enseignait différentes choses qui ne sont pas vraiment des choses qui sont toujours de grande qualité. Les gens pensent apprendre le yoga, mais parfois je pense qu'ils passent à côté d'un enseignement de qualité. Et donc j'ai décidé de faire cette formation en indianisme à l'université, aussi pour pouvoir rentrer dans la fédération, avoir un diplôme solide qui me permette d'un point de vue occidental d'avoir comme un outil d'entrée, mais aussi parce que j'étais passionné, je suis toujours, même si j'ai moins le temps d'apprendre, par le sanskrit, par les textes. Et donc aujourd'hui, ça m'a donné une facilité dans l'enseignement, ça m'a donné une facilité dans l'apprentissage, d'avoir déjà un lien avec le sanskrit, mais je dois vous dire que ce n'est pas du tout essentiel, parce que si le prof de yoga vous explique les choses correctement, vous n'avez pas besoin de faire une formation en indianisme, ou quelques bases de sanskrit suffisent, ça n'a pas besoin d'être conséquent. Et ça sert à quoi exactement le sanskrit pour les personnes qui ne sont pas au courant? Le sanskrit, c'est la langue du yoga, c'est la langue dans laquelle le yoga est écrit, et c'est la langue par exemple qu'on utilise dans les mantras traditionnellement en Inde. Quand on vous donnait un mantra, c'était un mantra en sanskrit, donc par exemple Shanti. Par exemple, ça c'est un mantra pour la paix. Et donc le fait de prononcer le mantra correctement amène certains effets. On pense que la langue sanskrite, quand elle est bien prononcée, porte en elle-même une vibration qui est transformatrice. Et on voit bien, parfois on donne des mantras à certaines personnes sans leur donner la signification du mantra. Et on voit bien que ça permet à ces personnes-là de bénéficier de l'effet du mantra. Shanti, c'est très très apaisant par exemple. Vous voyez, voilà. Donc pour toi, toutes ces formations, c'est vraiment la continuité du yoga et de la compréhension du yoga et du cheminement. Oui, parce que le yoga se conçoit. Donc, si on veut enseigner le yoga, on doit continuer à l'apprendre. Donc là, je suis encore inscrit à d'autres formations, et ce que je veux, c'est de continuer à pouvoir aider mon professeur, mais surtout, comme je vous l'ai dit, à apprendre. C'est ça qui est intéressant, parce que plus on apprend le yoga, plus on peut aller en profondeur dans ces différentes strates, et plus on se rend compte à quel point c'est beau, à quel point c'est puissant. Mais ça prend du temps pour aller dans ces différentes choses-là. Donc c'est des formations que j'ai faites pour passer du temps avec mon professeur et pour pouvoir apprendre les choses. Je ne les ai pas faites pour avoir un diplôme en particulier. Même si c'est vrai que ce diplôme me permet de pouvoir montrer patte blanche dans les fédérations et dire regardez, j'ai étudié ça, j'ai étudié ça, j'ai étudié ça, j'ai étudié ça, mais c'est pas ça qui est le plus important. Ce qui est important, c'est que si je veux continuer moi à enseigner, je dois moi-même continuer à être supervisé, moi-même continuer à travailler sur mes propres problèmes, sur mes propres nombres, développer ma pratique, développer ma compréhension des choses. Sinon, on va vite tourner en rond, et c'est pas ça qui nous intéresse. Ça suffirait pour dire qu'on fait commerce du yoga. Mais vivre du yoga ou vivre avec le yoga, c'est beaucoup plus challenging que ça. Et je pense que c'est une notion qui souvent est mal comprise aujourd'hui. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui font du commerce avec le yoga plutôt que vraiment d'essayer d'apprendre le yoga au maximum et de pouvoir l'enseigner au maximum. Je pense que très souvent on oublie ce côté apprentissage-là. Et là, j'ai vraiment beaucoup de chance de travailler avec Kostoub Desikachar, qui est l'élève de TKV Desikachar, et qui a vraiment appris les choses en profondeur, qui est une des dernières personnes à avoir pu vivre dans ce qu'on appelle un gurukula, c'est-à-dire que son professeur était dans sa famille. C'est ça que ça veut dire. Et donc pendant 20 ans, il a pu côtoyer son professeur quotidiennement. Donc je veux dire, il y a une profondeur là-bas
qui est à peu près unique aujourd'hui. Et ça, on a vraiment, je pense, beaucoup de chance de l'avoir parmi nous, et je pense que c'est vraiment important. Ça. Et alors j'ai une petite question. Tu étais enseignant dans l'éducation nationale, c'est bien ça. Ouais. Tu as fait le choix de suivre la passion du yoga et d'arrêter finalement de travailler pour l'éducation nationale. C'était mon choix de départ en fait. Mon choix de départ, c'était d'aller dans l'éducation nationale parce que d'abord ça me permettait d'apprendre à donner cours, mais aussi ça me donnait un peu d'argent, un peu au début, c'est le moins qu'on puisse dire, un peu. Mais surtout des vacances pour pouvoir continuer à aller étudier le yoga. Et donc à ce moment-là, je prenais le yoga ici en Belgique avec mon professeur Frans Moss, et puis j'allais aussi apprendre le yoga avec Kaustubh Desikachar en Inde. Et donc ça a été mon but initial. Et puis à un moment donné, je me suis identifié à mon boulot de prof parce que j'aimais vraiment ça et que j'aime vraiment beaucoup enseigner à des adolescents. Et donc à un moment donné, j'ai commencé à dû réfléchir à ce que je voulais vraiment dans la vie. Est-ce que je voulais vraiment rester prof dans une école ou est-ce que je voulais vraiment enseigner le yoga? Et comme je vous l'ai dit, comme ma passion c'est d'apprendre le yoga, eh bien j'ai fait ce choix-là. Et j'ai fait ce choix-là quand mon fils est né. Quand je me suis rendu compte qu'il fallait que je développe une cohérence interne beaucoup plus forte. Ce choix-là? Ouais. Ce choix-là, tu veux dire? Ouais, ce choix-là. D'accord. Okay. Ouais. J'ai senti comme un château de cartes qui s'effondrait à l'intérieur de moi. Et qui me disait, voilà, maintenant, Philippe, tu dois vraiment être en cohérence avec toi-même parce que tu dois être un exemple pour ton fils. Et donc je pense que c'est pas que mon fils, c'est pour les générations futures aussi. En tant que prof de yoga, on se voit jamais uniquement soi-même, on pense toujours à la génération précédente et à la génération suivante. Et ça aussi, je pense que c'est une dimension qui a été beaucoup oubliée, parce que effectivement, si on pense qu'à soi, les choses peuvent être très faciles. Et les difficultés commencent quand on commence à voir les choses d'un point de vue beaucoup plus vertical. D'accord, donc tu as pris ce risque finalement de... Oui, mais c'est un risque calculé, parce que je n'aurais pas mis en danger ma famille pour ça. C'était un risque calculé, ça n'a pas été simple, mais c'était un risque calculé. Parce que j'ai donné déjà cours depuis longtemps à côté de ça, et je bénéficiais de beaucoup de soutien, j'ai toujours bénéficié de beaucoup de soutien. Donc à ce niveau-là, voilà, je dois remercier vraiment toutes les personnes qui m'ont soutenu, à la fois dans ma famille et à la fois en dehors de ma famille, et qui continuent à me soutenir aujourd'hui, parce que c'est pas une vie qui est simple pour une vie de famille. Eh bien, en tout cas, je te remercie pour cette belle interview. Merci, Wafa. Et ça m'a vraiment fait plaisir de t'interviewer. Hein, merci. Mon formateur. Vous pouvez retrouver Philippe Rigaud sur le site web. Donc c'est www.formationyogabruxelles.be ou bien www.formationyogaliège.be. Et vous avez aussi le site de Kaustubh, www.khyf.net, sur lequel là vous pouvez vraiment aller à la source du yoga. Et à bientôt Philippe. Namasté, merci. Namasté.